Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc nous parlions des monopoles, et en l'absence de monopole, au moins expérimentalement, ça ne rend pas moins intéressant l'idée de Dirac. Alors, en considérant le traitement quantique d'un électron en présence d'un monopole magnétique, Dirac a démontré qu'un argument de cohérence imposait la condition de quantification. G sur 4pi h bar égale alpha G sur Z0E égale n demi, avec n égale à 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, etc. N étant le nombre quantique associé. Alors, où E est la charge de l'électron, alpha est égal à E carré sur 4pi epsilon 0 h bar c, qui c'est la constante de structure fine, qui est environ égale, un nombre sans dimension, environ égal à 1 sur 137. Et G est la charge magnétique du monopole. Bien sûr, C, c'est la vitesse de la lumière, et H est la constante de Planck. H bar, c'est la constante de Planck réduite, c'est-à-dire H divisé par 2pi. La nature discrète de la charge électrique découle donc de l'existence du monopole magnétique. La valeur de E est uniquement déterminée par celle de la charge magnétique. On peut aussi inverser l'argument. La valeur de la constante de structure fine étant connue, on peut en déduire l'existence du monopole magnétique de charge G et de constante de structure fine magnétique G carré sur 4pi mu 0 h bar c, qui est égal à pi carré sur 4 fois 4pi epsilon 0 h bar c divisé par E carré environ égal à 137 sur 4 fois n carré. Ces monopoles s'appellent des monopoles de Dirac. Leur constante de couplage étant énorme, leur extraction de la matière à l'aide de champs magnétiques et leur détection consécutive est en principe très simple, ce qui évidemment renforce l'argument de l'absence de tel monopole dans la matière. Par exemple, l'énergie perdue dans la matière par un monopole de Dirac relativiste est approximativement égale à celle d'un noyau lourd relativiste caractérisé par Z 137 n demi. Z étant le numéro atomique de l'atome, 137 n demi, c'est assez élevé, c'est très élevé. On pourrait le distinguer d'un tel noyau en l'amenant au repos. Il ne présenterait alors aucun accroissement d'ionisation en bout de course. Alors, le cadre semi-classique suffit pour interpréter la condition de quantification de Dirac. Considérons premièrement la déviation d'une particule chargée de charge E
de masse m par le champ d'un monopôle magnétique. Monopôle magnétique stationnaire de charge magnétique G. Pour un paramètre d'impact suffisamment grand, c'est-à-dire que la particule passe suffisamment loin, le changement d'état de mouvement de la particule chargée s'obtient en déterminant l'impulsion transmise par la force en supposant la particule non déviée. Ce qu'on peut supposer en première approximation si la particule passe effectivement assez loin. Donc, on a l'axe Z, l'axe X, l'origine O, où on a la source du monopôle magnétique, R, B, BZ, BX pour les projections, la vitesse V de la particule qui passe donc assez loin du monopôle avec la distance B qui est le paramètre d'impact. La distance parcourue c'est V fois T, ici au temps 0 et puis elle s'éloigne et la particule a une charge E et une masse M. La particule incidente a donc une trajectoire parallèle à l'axe Z, un paramètre d'impact égal à B, une vitesse V, et subit la force de Lorentz due au champ magnétique radial du monopôle. Le champ magnétique étant B égale G R divisé par 4pi R carré. Si l'on suppose la particule non déviée, la force active dans la collision a une composante Fy, donc perpendiculaire au plan de ce graphique, une composante Fy selon Y donnée par Fy égale C E fois V fois Bz égale G, donc E fois G divisé par 4pi fois VB divisé par la distance, c'est-à-dire B carré plus V carré T carré exposant 3 demi. L'impulsion communiquée par cette force est alors donnée par delta Py est égal à EG VB divisé par 4pi fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de dt divisé par B carré plus V carré T carré exposant 3 demi. Le résultat étant EG divisé par 2pi B. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.